clôturer cette journée, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Adrien Taquet, donc nouveau secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Je veux dire que ça a été quand même une excellente nouvelle pour nous tous d'apprendre votre nomination et la création de ce nouveau secrétariat d'État, puisqu'on nous annonçait au départ un délégué interministériel. Donc maintenant, les interrogations qui sont les nôtres, c'est un secrétaire d'État à la protection de l'enfance, pour faire quoi? Avec quels moyens? Voilà. Donc nous vous laissons le soin donc, de clôturer cette journée et puis déjà de pouvoir essayer de répondre à ces débuts d'interrogation. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'avoir l'occasion de vous rencontrer, même si c'est une rencontre qui va être un peu brève et je m'en excuse par avance parce que j'ai des obligations par la suite. Pas sans savoir qu'il y a un moment important dans notre vie démocratique dimanche. Voilà, j'ai quelques obligations qui y sont liées. Et si vous voulez que nous nous revoyions et que je sois encore ministre à ce moment-là, il faut que j'aille continuer de faire campagne. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez raison. Il était important, et moi j'ai beaucoup milité pour que ce soit un secrétariat d'État, parce que je pense qu'il y a un fort enjeu symbolique, politique, dans l'histoire qui nous réunit aujourd'hui. Je pense que la question de l'enfance, au sens global du terme, pas la seule question de la protection de l'enfance, la question de l'enfance est un sujet qui devrait beaucoup plus occuper le devant de la scène et médiatique et politique dans notre pays, au regard de la situation, et que ce n'est pas le cas. Donc un des premiers défis, moi, que je m'assigne, auquel je suis confronté, je crois, c'est de faire de ce sujet un sujet politique au sens beau, noble, sociétal du terme. C'est de faire de ces sujets auxquels vous êtes confrontés tous les jours dans votre exercice quotidien, d'en faire un sujet de société. Aujourd'hui, quand on connaît les violences faites aux enfants dans notre pays, de toute nature, ça devrait être la priorité du gouvernement. Ça commence à l'être, je pense. Et puis ça devrait être en une de tous nos journaux. Alors, le temps est assez court, mais une fois encore, ce n'est qu'une première rencontre. Enfin, on en a eu une première entre nous hier. C'est une première entre nous et nous aurons l'occasion, je l'espère, de poursuivre ces échanges, notamment au travers des déplacements que je fais et avec ma conseillère justice, qui est une ancienne juge pour enfants, Aline Ollier, qui se trouve dans la salle. Je voulais vous parler un petit peu de la question de la prostitution des mineurs, parce que je crois que ça a été l'objet de vos travaux ce matin. Sujet que j'ai identifié dès mon arrivée, parmi d'autres, mais comme un vrai sujet en soi. Et donc je l'évoque juste pour vous dire qu'on va le travailler, et on le travaille en tant que, là aussi, action que l'on souhaite mener dans les prochains mois. Je crois que vous allez parler de l'ordonnance de 45 demain. Donc ça aussi, je l'évoque juste parce que c'est évidemment piloté par la garde des Sceaux et par ses services, mais juste pour vous dire que nous y sommes évidemment associés et que nous aurons l'occasion probablement d'en reparler ensemble dans les prochaines semaines et prochains mois. Et peut-être de façon un peu macro, partager avec vous effectivement le sens de ma nomination, parce qu'une fois que ce secrétariat d'État a été institué, c'est la première fois qu'il existe en tant que tel. Rien n'est fait, tout reste à faire, évidemment. Quand j'ai été nommé, j'avais dans mon décret d'attribution, en fait, ça ne parle pas de protection de l'enfance. Je suis auprès d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Mais j'ai été fléché assez fortement par le Premier ministre et par le Président de la République sur la protection de l'enfance. Et le premier point, c'est peut-être celui-là, c'est que je ne suis évidemment pas le ministre de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. D'une part, parce que c'est une compétence des départements, évidemment, et puis parce que le champ qui m'est assigné est bien plus large que la seule acception purement institutionnelle de la protection de l'enfance. Donc la question de l'aide sociale à l'enfance et de l'amélioration du système pour une meilleure protection de nos enfants fait partie, évidemment, c'est un des volets importants de l'action que je vais mener, mais il y en a d'autres. Et cette acception large qui est en fait la question des droits des enfants et comment garantir les droits des enfants permet d'avoir un champ d'action assez large. Je voudrais que vous parliez des enfants radicalisés, des jeunes femmes radicalisées au moment où je suis arrivé. La question des jeunes enfants qui sont en Syrie et de leur retour ici fait partie aussi, potentiellement. Vous imaginez bien que je ne suis pas le seul ministère concerné. Ce n'est pas forcément moi qui suis totalement seul à la manœuvre, mais fait partie aussi de mes compétences. Mais cette acception large, elle permet de déployer une action
selon 3 volets essentiels pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et c'est ça que je veux partager un petit peu avec vous. Le premier volet, c'est un axe préventif. C'est un basculement que l'on opère au sein du ministère, d'ailleurs, de façon globale, au-delà de la seule question de l'enfance, d'acception traditionnellement en France curative vers une approche, où on est très bon, vers une approche plus préventive. Et donc, le premier volet de la protection de l'enfance, c'est la question de l'accompagnement à la parentalité et de l'accompagnement parental. Et c'est le premier pilier de mon action. Comment mieux accompagner les parents dans leur projet d'être parents, et ce, dès leur projet d'être parents. Voilà. Et ça va constituer une des parties importantes de l'action que nous menons. Donc, c'est cette approche de prévention, avec notamment, qui va se matérialiser au travers d'une action, une politique que l'on va développer, qu'on va commencer à déployer mi-juin, qui est autour du concept des 1000 jours. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un concept qui nous vient notamment des pays nordiques. Les 1000 jours, les premiers 1000 jours de l'enfant. Voilà. Ces 1000 jours, c'est là où tout se joue. C'est là où beaucoup de choses se jouent du point de vue de sa santé. C'est là où beaucoup de choses se jouent du point de vue de son développement, de son éveil. C'est là où beaucoup de choses se jouent aussi en termes d'inégalité sociale. C'est là où elles se forgent, où elles peuvent se creuser. Et donc on veut surinvestir ce moment-là. On prétend s'attaquer aux inégalités de destin, essayer de rétablir l'égalité des chances. Et donc on pense qu'il faut surinvestir sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Les 1000 premiers jours, c'est dès le 4e mois de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et avec une approche qui va consister à accompagner les parents, certes sur la question de la santé de leurs enfants, et ça correspond à une approche assez traditionnelle en France là aussi. Pardon. En gros, ça commence par comment va se passer l'accouchement, en gros pour la mère. Et puis après, sur les questions de santé, les vaccins, les allergies, etc., ça, on va continuer à le faire. Mais il y a un pivotement qu'on va opérer d'une approche purement santé, médicale, vers une approche plus socio-éducative. La question de l'éducation bienveillante. L'interdiction de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, dont on sait qu'elles peuvent constituer un début d'un continuum de violence qui peut conduire à des choses plus graves. La question de l'exposition aux écrans et l'interdiction avant 3 ans. Bref, tout un ensemble d'informations apportées aux parents, de nature médicale, mais pas que, aussi éducative, et puis aussi tout un ensemble de services auxquels on réfléchit, qui peuvent répondre aux besoins, aux interrogations que se posent les parents à ce moment-là. Question du mode de garde, par exemple. Voilà. Et puis, de la même façon, on veut généraliser l'entretien prénatal à 4 mois, auquel ont accès les femmes, mais de la même façon, généraliser la visite à domicile des sages-femmes en retour de maternité. Parce qu'on pense que c'est important aussi d'aller voir l'environnement dans lequel l'enfant va se développer. C'est là aussi où on peut commencer à sentir des choses. Voilà, donc ça c'est un premier volet, et avec toute une question, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin je l'évoque. Il est déjà 6h10 là ? Non, 6h. De qui va faire ça, qui va porter ça dans les territoires. Et donc ça va s'accompagner notamment de toute une réflexion, un renforcement des protections maternelles et infantiles. Voilà. Qui, nous semble-t-il, peuvent avoir un rôle important à jouer, qu'il faut réarmer, qu'il faut peut-être recentrer sur un certain nombre de leurs missions. Bonjour, je n'avais pas vu. Sur un certain nombre de leurs missions, peut-être leur apporter quelques moyens supplémentaires. Voilà, il y a une situation très inégale sur les territoires. Il y a certains territoires où les PMI fonctionnent bien, d'autres où c'est plus compliqué parce que d'année en année, on leur a demandé de plus en plus, sans forcément leur donner les moyens de mener leur action. Voilà, donc ça, c'est le premier pilier un peu de notre action qui est dimension préventive, l'accompagnement parental. Voilà. Et d'ailleurs, je me rends en Finlande dans 10 jours pour aller voir un petit peu ce qui se fait là-bas dans les pays du Nord, qui sont souvent cités comme pays un peu inspirants et pour cause. Le deuxième pilier de l'action que nous allons mener, alors je vous présente ça de façon un peu schématique et cloisonnée, mais vous êtes bien placé pour savoir que ça ne l'est pas et que tout ce que je vous raconte est imbriqué, mais c'est pour essayer d'en faire un peu des objets. C'est la question de la lutte contre les violences. Voilà. Il y a un plan
de lutte contre les violences faites aux enfants dans le cercle intrafamilial 2017-2019, qui arrive à terme, qu'on est en train d'expertiser. La plupart des choses ont été mises en œuvre. Et ça, c'est un plan que l'on veut à la fois renforcer, muscler et élargir. Moi, je veux qu'on ait alors je ne sais pas si ça sera un plan, une stratégie, comment ça s'appellera, on verra, et c'est pas très important, ou un comité interministériel. Mais je veux qu'on lutte contre toutes les violences, évidemment physiques, psychiques, sexuelles, mais en tout lieu et à tout moment. Donc certes, oui, dans le cercle intrafamilial, puisque c'est bien là où 80% des violences faites aux enfants ont lieu, mais aussi dans les institutions. Et là, ça va recouper un autre sujet que j'évoquerai tout à l'heure quand je vous parlerai de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi dans les loisirs. Voilà, parce que nos enfants, ils vont jouer au foot le mercredi après-midi, ils vont au concert, ils vont au conservatoire de musique privé le samedi après-midi, ils sont en contact avec des adultes, et on ne sait pas forcément ce qui se passe. Voilà. Et moi, je veux qu'on regarde ces moments-là, ce qu'on appelle le tiers-temps. C'est quand même un tiers de la vie de nos enfants qui peuvent passer au contact d'adultes dont on ne connaît pas forcément tout, dont on ne connaît pas forcément le passé. Les violences à l'école. J'ai organisé, je l'évoquais, et c'est un sujet, je pense, qui retentira chez vous, enfin chez les magistrats, notamment, et les avocats aussi, enfin bref, vous tous. J'ai organisé 2 grands débats des enfants, avec des enfants, pendant le grand débat. Voilà. Et pendant le deuxième, dans les deux, ça a beaucoup parlé d'harcèlement scolaire. Et dans le premier débat, il y avait une centaine d'enfants, il y en avait 25 qui ont travaillé un peu sur ce thème-là, des violences. Puis il y a une petite fille qui a pris le micro en plénière, après en restitution, et qui a dit, voilà, moi je m'appelle Emma, j'ai 9 ans. Et avant de vous poser une question, je voulais vous dire que les 25, là, notre petit groupe de 25, on a tous été victimes de harcèlement scolaire. Donc j'étais déjà assez étonné. Enfin, à ce point, on sait qu'il y a du harcèlement scolaire, mais à ce point. Et puis, donc je demande aux 75 autres qui confirment. Et puis elle reprend la parole et elle dit, mais surtout, Monsieur le ministre, le pire, c'est qu'on l'a tous dit à un adulte et que personne ne nous a cru. On nous a tous dit, c'est pas grave, ça va passer, c'est des jeux d'enfants. Et ce que je veux vous dire par là, et je sais que vous le savez, c'est que je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la question de la parole de l'enfant. À la fois la libération de la parole, je pense qu'on a un vrai sujet par rapport aux violences, notamment intrafamiliales, notamment sexuelles intrafamiliales, de libération de la parole, on doit avoir une réflexion là-dessus, de recueil de la parole, et là je me réfère notamment aux unités d'écoute médico-judiciaire pédiatrique, c'est un peu long, je mélange toujours dans l'acronyme, qui était prévu par le plan précédent et que nous allons étendre. La question de la protection de la parole de l'enfant, et puis la question de la crédibilité de la parole de l'enfant, qui est un peu transversale à tout ça. Voilà. Donc je pense qu'il y a un sujet, une réflexion, enfin j'imagine que c'est une réflexion que vous avez tout le temps dans l'exercice de vos fonctions diverses. Donc à l'école, violence sur le numérique, question de l'exposition à la pornographie notamment. Voilà. Plus de 50% des moins de 11 ans sont exposés à la pornographie dans notre pays. Donc voilà, ça j'ai du mal à m'y résoudre. Voilà, donc un plan, vous voyez, plus global, sur lequel on est en train de travailler. Vous voyez bien que c'est très interministériel. De toute façon, mon boulot est très interministériel en réalité. Hein. Moi, je passe quand même pas mal de mon temps à aller tirer la manche de mes petits camarades de gouvernement pour leur dire l'enfance, il faut faire des choses. Et là, typiquement, c'est le cas. On travaille en interministériel avec Roxana Marissé-Anou, qui est très sensible à la question de la formation de ces bénévoles, des millions de bénévoles dans les clubs de sport tous les week-ends, leur sensibilisation, formation aux questions des violences. Mais avec Cédric O sur la question du numérique, avec la justice évidemment sur la plupart des sujets, avec Jean-Michel Blanquer sur la question du harcèlement scolaire, etc. Donc on est en train de travailler tous ensemble pour essayer de bâtir quelque chose. Donc ça voilà, c'est un peu le deuxième pilier ça, de l'action qu'on est en train de travailler, et j'espérais pouvoir annoncer des choses avant l'été. On sera peut-être prêt, mais vu qu'il y a beaucoup d'autres choses, et notamment ce que je vais évoquer en conclusion, ça sera probablement à la rentrée, voilà, en septembre, j'espère. Et puis le troisième sujet, c'est la question de l'enfance protégée, de l'aide sociale à l'enfance. Dès mon arrivée, on a lancé avec les départements, évidemment,
avec un certain nombre d'entre vous, enfin en tout cas avec des magistrats, je ne sais pas si vous êtes dans la salle, mais en tout cas les magistrats sont évidemment associés, avec un certain nombre de, enfin avec avec les associations gestionnaires et aussi avec les associations d'enfants anciennement protégés. On a lancé une grande concertation. Alors non pas pour refaire une grande loi, parce que je pense que la loi de 2016 constitue déjà une avancée, que par ailleurs, il faut laisser aussi vivre les lois, il faut aussi laisser les normes, les lois descendre dans les territoires et dans les pratiques et dans les usages. Donc il ne faut pas réinventer les choses tous les 4 matins. Mais concertation pour quand même améliorer le système, parce qu'il y a un certain nombre de choses, je pense, qui n'étaient pas forcément dans la loi de 2016, et puis il y a un certain nombre de choses qui étaient prévues dans la loi de 2016 et dont on se rend compte sur le terrain. Et puis je dis 2016, mais il y a aussi des sujets qui remontent à avant, et notamment la question de la déjudiciarisation, j'y viendrai tout à l'heure. Mais dont on voit que dans les pratiques, ça grippe. Donc grande concertation pour voir comment on peut améliorer tout ça, et avec 6 groupes de travail. Je vous l'ai dit très brièvement. Le premier, c'est sur la question de la sécurisation des parcours, la question des ruptures. Voilà, comment on fait en sorte d'éviter que ces gamins qui ont déjà connu une rupture souvent traumatisante dans leur vie, en connaissent encore 6 ou 7 en moyenne dans leur parcours, voire 12 ou 13 pour les cas les plus complexes. Voilà, donc comment on sécurise les parcours. Deuxième groupe de travail porte sur les assistants familiaux. Pourquoi spécifiquement là-dessus? On ne veut pas privilégier un mode plus que d'autres, mais c'est simplement qu'on est confronté, les départements sont confrontés à une démographie défavorable, que c'est un statut qui a été créé à une autre époque, qu'il faut peut-être recontemporéaniser un petit peu. Bref, un groupe de travail spécifiquement là-dessus qui est mis en place. Le troisième groupe de travail porte sur la question, ce qu'on a appelé transparence et qualité de service. Voilà, comment on remet un peu de transparence, comment on fait, comment on améliore la qualité de la prise en charge pour le bien des enfants, pour leur sécurité et pour leur bien, et comment aussi on fait converger les pratiques. Moi, je rentre beaucoup dans ce sujet de la protection de l'enfance par le prisme de l'égalité ou en tout cas l'équité de traitement. Voilà. Et il faut qu'on se bâtisse ensemble les référentiels et des référentiels communs qui permettent de faire converger les pratiques et qu'il y ait un peu plus d'équité de traitement offerte à nos enfants. Et j'y reviendrai aussi à l'occasion du dernier groupe de travail. Le quatrième groupe de travail porte sur le handicap. Voilà, l'aide sociale et handicap aide sociale à l'enfance et le handicap. Vous le savez, 25%. Ouais, je serai un peu en retard en fait. Aide sociale à l'enfance, pardon. Et donc voilà, 25%, vous savez, des enfants de l'enfance protégée, des enfants protégés ont une reconnaissance MDPH. Ce sont des gamins qui sont au croisement du social et du médico-social. Et dans un pays comme la France où on bâtit un peu les trucs en silo, quand on est au croisement de quelque chose, en fait, on est nulle part. Voilà, donc il faut qu'on invente des nouvelles façons de prendre en charge. Quand je dis il faut, mais j'ai bien conscience qu'il y a déjà plein de choses qui se font de très bien sur les territoires. Et que parfois, il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre, il faut juste aller voir sur les territoires ce qui se fait, évaluer, voir si c'est pertinent et si on peut généraliser. Voilà. Et notamment en matière de handicap, il y a un certain nombre de choses dans certains endroits qui se font, qui sont bien. Voilà. Mais donc, il faut inventer une nouvelle façon qui décilote et qui permet d'accompagner les enfants, qui permet aussi d'être plus souple, plus mobile, qui permet aussi aux assistants familiaux, quand ils sont face à une situation de crise, qu'on puisse intervenir pour justement leur offrir du répit. Enfin bon, voilà, pas mal de problématiques que vous connaissez bien. Le cinquième groupe de travail a trait à la scolarisation, voilà, des enfants. Un certain nombre de ruptures de scolarité que vous connaissez, etc. Donc ça, on s'y attelle aussi. Et enfin, le dernier porte sur la question de la gouvernance. Voilà, la gouvernance, alors à la fois nationale, mais aussi territoriale. Moi, mon constat, très très brièvement, est double. C'est d'une part, on a effectivement décentralisé cette politique en 1983, et il n'est pas question à ce stade de revenir dessus. Pour autant, j'ai le sentiment que l'État a décentralisé et n'a pas véritablement gardé d'outils de pilotage de cette politique. Voilà. Or, il a toute légitimité à l'être et sans porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. L'État est garant quand même, enfin, c'est du régalien ça, est garant
doit être garant d'un certain nombre de choses. On parlait d'équité de traitement tout à l'heure, ça peut en faire partie. On parle quand même de droits fondamentaux des enfants, ça peut en faire partie. Voilà. Et je pense, mais avec les départements et avec les associations, parce que moi je crois beaucoup à la démocratie sociale, il faut qu'on renforce un petit peu plus cette politique publique. Voilà. Et avec un État qui a un rôle différent, qui est plus un rôle d'État stratège, voilà, régulateur. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on doit produire ces référentiels, ces normes communes qui doivent permettre de faire converger les pratiques et d'offrir une plus grande égalité sur le territoire. Voilà, 6 groupes de travail, ça bosse, ça revient vers moi mi-juin. En parallèle de ça, pour être totalement complet, j'ai lancé une mission sur l'adoption, une mission parlementaire. Voilà, parce que c'est un sujet magnifique où il y a aussi... je pense des choses à faire. La loi de 2016 prévoyait un certain nombre de choses. Sur le terrain, on voit que ça ne prend pas. Voilà, l'adoption, ça pourrait être. C'est le cas dans d'autres pays. C'est une possibilité offerte dans le parcours de vie de certains enfants quand c'est pertinent. Et en France, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a une mission parlementaire sur ce sujet-là. Ça sera plutôt en septembre. On va leur laisser un peu le temps de travailler. Et il y aura des annonces faites sur ce sujet-là. J'ai par ailleurs confié une mission à Brigitte Bourguignon sur la question de l'accès à l'autonomie. Donc de l'accès à l'autonomie, je préfère le présenter comme ça, mais donc c'est évidemment la question des sorties sèches. Donc vous savez qu'il y a eu cette proposition de loi qui a été débattue à l'Assemblée nationale. Voilà, tout ça, et les premiers débats qui ont eu là, qui n'est qu'une première lecture à l'Assemblée nationale, vous connaissez le processus législatif, et surtout cette mission que je lui ai confiée il y a 1 mois et demi, parce que je pense, elle avait fait un super boulot, mais je pense que d'une part, il faut, je le disais tout à l'heure, aller voir sur les territoires un peu ce qui se fait, parce que je pense qu'il y a des choses très bien qui se font dans certains territoires, dont on peut s'inspirer, et par ailleurs, je lui ai demandé aussi de voir comment on peut mobiliser et s'assurer qu'on mobilise bien tous les dispositifs de l'État, de droit commun. Parce que je pense que déjà, si on met tout le monde autour de la table, et c'est moi ce que je fais au niveau ministériel, et s'il y a la même chose au niveau des territoires, si on commence à mobiliser tous les dispositifs de droit commun, ça fera bouger les choses. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais pour moi en tout cas, l'horizon pour ces jeunes doit être le droit commun, in fine. Bon voilà, donc ça aussi, Brigitte va revenir avec des propositions donc, qui viennent un peu dans le dialogue que l'on a dans le cadre des débats qu'il y avait eu sur sa proposition de loi, et qui vont être enrichis par la mission qu'elle va nous proposer. Et puis 2 dernières choses qui vous concernent peut-être un petit peu plus. On a d'une part lancé, ça c'était la première chose que j'ai signée, une mission, alors cette fois-ci de l'Inspection générale de la justice, sur la question des délais de traitement des décisions de justice. Donc conférer la tribune du tribunal de Bobigny à ce sujet-là, qui a été suivi ensuite par une tribune signée par, je crois, l'ensemble de la profession dans la Croix, sur la question de l'exécution et des délais d'exécution des décisions de justice. Donc on a lancé une mission là-dessus pour nous formuler des propositions, et puis aussi tout simplement pour avoir une vision un peu plus claire de la situation. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on croyait sur parole tous les juges, évidemment, je le dis sans aucune... caractère malicieux. Mais en fait, quand on a essayé de voir quelle était un peu la réalité de la situation aux 4 coins de la France dans chacune des juridictions, en fait, on avait une vision très très floue de la réalité. Quels étaient les délais, quelles étaient les raisons, etc. Donc cette mission doit aussi permettre de faire un peu un état des lieux, et sur cette base-là, de nous formuler des propositions. Cette question un peu de méconnaissance de la réalité des situations, et on la retrouve aussi à d'autres égards, en dépit du très bon travail de l'Office, l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Voilà, le premier truc. Et puis, nous avons lancé aussi une démarche de consensus. Il y en avait une, vous le savez, sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui avait été menée. On en a relancé une seconde sur les modes alternatifs au placement. Voilà. Et qui est une façon aussi, qui participera à réfléchir
un peu sur la question dont je pense qu'il alimente vos débats, vos réflexions, de la déjudiciarisation, puisqu'on a effectivement instauré un système qui se voulait quand même pour l'essentiel de nature administrative, et aujourd'hui 80% des mesures, quelles qu'elles soient, sont en réalité judiciaires. Donc on doit mener une réflexion à ce niveau-là qui, à mon avis, doit mobiliser différents leviers pour essayer d'inverser un peu la situation. Voilà. Et là aussi, il y a certains territoires, il y a des choses intéressantes qui se font. J'ai rencontré le département de la Moselle il y a 2 jours. Je ne sais pas s'il y a des gens de Moselle ici, mais qui ont, voilà. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notamment par un travail avec les travailleurs sociaux, en revisitant un peu la doctrine et en reformant tous les travailleurs sociaux. Aujourd'hui, 45% des mesures sont de nature administrative. Voilà, donc voilà, les choses peuvent bouger. Voilà, donc ça, ce travail est mené. Il faut que je parte, il faut que j'arrête. Ouais, je sais. Et puis il faut que je vous libère, vous avez peut-être envie de partir. Voilà, tout ça pour vous dire que tous ces travaux me seront remis, enfin en tout cas pour la concertation, mi-juin, et que je présenterai début juillet probablement, parce que je m'y suis un peu engagé, aux Assises nationales de la protection de l'enfance, qui est quand même un bon moment, parce que je pense que tout le monde est à peu près là, qui ont lieu le 4 et 5 juillet à Marseille, de mémoire. On annoncera, alors peut-être qu'on n'annoncera pas tout, parce que je ne sais pas si on sera prêt, mais en tout cas, voilà, les premières grandes orientations et avec des choses, déjà des premières mesures pour un peu réformer l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Vous nous laissez très frustrés quand même. Je suis désolé. Mais en tout cas, c'était aujourd'hui une prise de contact. Voilà. C'est comme ça qu'on a conçu cette rencontre. Et donc, nul doute que nous aurons l'occasion de nous revoir avec la FMJF et puis à l'occasion de notre prochain colloque. Je pense que beaucoup de chantiers auront avancé et ce sera une bonne occasion pour refaire le point. Merci à vous en tout cas, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup.